La radio est une imagination. Imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90. À l'issue de la présidentielle du 22 juin prochain, la Mauritanie aura un nouveau président. Après sa réélection en 2014, Mohamed Ould Abdelaziz ne peut plus se représenter car selon la Constitution, un président en exercice ne peut être réélu qu'une seule fois. Mais son parti, l'Union pour la République et ses alliés seront représentés par le général Mohamed El Razouani, ancien chef d'état-major général des armées, actuel ministre de la Défense. En dehors de ce militaire de carrière et ami intime du président Aziz, il y a 5 autres candidats. Il s'agit du militant anti-esclavagiste Biram Da Abeid, de Khan Hamidou Baba de la coalition Vivre Ensemble, de l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Ould Boubacar, leader du Parti républicain démocratique et social, de Mohamed Ould Maouloud, chef de file de l'Union des forces de progrès, et enfin du jeune Mohamed Lemine El Wavi. Bien avant la campagne électorale qui a commencé le 7 juin dernier, des candidats ont commencé à sensibiliser sur la fraude dans un contexte quelque peu tendu avec des désaccords de la classe politique sur la composition de la CENI notamment et sur d'autres sujets que nous verrons au cours de cette émission. Pour discuter des enjeux de cette élection présidentielle, j'ai le plaisir de recevoir Amadou Seck, journaliste et analyste politique mauritanien avec qui nous sommes en ligne au téléphone depuis Nouakchott. Bonjour Amadou Seck. Bonjour Bokar. Merci d'être avec nous. Et le deuxième invité, lui, est dans le studio de iRadio. C'est Gilles Yabi, économiste et analyste politique et surtout fondateur du think tank Wati, qui a publié un dossier très documenté sur la présidentielle en Mauritanie. Gilles Yabi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et c'est maintenant une tradition que de préparer des dossiers sur des pays où se tiennent des élections majeures. Oui, je vous remercie pour l'invitation et je salue vos auditrices et vos auditeurs. Pour Wati, qui est effectivement un laboratoire d'idées ouvert à tous les citoyens d'Afrique de l'Ouest, les élections présidentielles dans la région sont l'occasion d'un débat public sur les questions d'intérêt général. Et c'est pour cela qu'effectivement, nous lançons chaque fois une initiative lorsque il y a une élection présidentielle qui se déroule dans un des pays de la zone Wati, qui inclut les 15 pays de la CEDEAO, mais aussi la Mauritanie, le Cameroun et le Tchad, donc des pays frontières de la CEDEAO. La Mauritanie qui était membre de la CEDEAO mais qui est partie. Alors on va donc examiner le bilan d'Abdelaziz après 10 ans au pouvoir avant de voir ce que proposent les différents candidats et l'organisation du scrutin de samedi prochain. Bienvenue dans la valise diplomatique. Je suis Bokar Alfakan et la partie technique est assurée par Issa Seck. La valise diplomatique avec Bokar Alfakan. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet avec une première question destinée à Amadou Seck depuis Nouakchott. Alors, de ce qu'on entend ici des candidats de l'opposition, le bilan sécuritaire fait globalement l'unanimité. Cela s'entend, le bilan sécuritaire donc du président Aziz. Il n'y a plus d'attentats depuis 2011. L'Est du pays est sécurisé et les islamistes qui sont dans des partis politiques sont sous contrôle. Par contre, le bilan économique est controversé et la société mauritanienne est profondément divisée avec un communautarisme exacerbé. Alors, Amadou Seck, est-ce que vous partagez ce résumé de la situation aujourd'hui en Mauritanie? Oui, je le partage globalement. Effectivement, sur le plan sécuritaire, il n'y a plus d'escarmouches depuis décembre 2011. Bon, maintenant, pour ce qui concerne l'économie, il y a eu certes quelques réalisations, quelques infrastructures, mais le bilan de la gouvernance est très fortement décrié et critiqué. Donc le bilan économique est décrié, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que la société mauritanienne soit aujourd'hui fortement divisée, où tout le monde se réclame même un peu de certaines communautés et compte sur ces communautés-là pour pouvoir au moins faire de bons résultats? Est-ce que cela signifie que Abdelaziz a un peu échoué à construire une nation? Oui, en fait, ça, ce n'est pas que Abdelaziz. Ça remonte même à beaucoup plus loin que ça. Mais en tout cas, la réalité, c'est que le sentiment identitaire est très fort. Et je crois qu'en analysant tout à l'heure les candidatures, on s'en rendra un tout petit peu compte. Donc, de ce point de vue-là, la conscience citoyenne, il reste beaucoup à faire. Alors, Gilles Yabi, vous avez fait, comme je disais en introduction, un dossier global sur la Mauritanie avec des bilans sur différents secteurs. Mais ce qui revient le plus quand on écoute les différents leaders dans cette campagne électorale en Mauritanie, c'est que la bonne gouvernance fait défaut en Mauritanie. Il y a beaucoup de corruption, beaucoup d'affaires. On ne voit pas vraiment les résultats économiques malgré la bonne santé de certains secteurs comme le fer, qui a connu quand même des cours assez importants. Malgré ça, la manne financière de ces minerais-là n'a pas
apparemment, en tout cas du point de vue de l'opposition, servi au peuple mauritanien. Et en plus, on a une communauté qui est divisée entre les populations négro-africaines d'une part et les populations blanches de l'autre part, mais au sein même de ces communautés, il y a des divisions entre les différentes tribus maures et au sein même des populations noires, on a les Haratines, donc les anciens esclaves, et les populations, on va dire, Wolof, Pulaar, Soninké, etc. Oui, je pense que votre question montre déjà la complexité de la société mauritanienne et je crois qu'aujourd'hui, on peut parler bien sûr de ce qui a été fait ou de ce qui n'a pas été fait par le président sortant, Aziz, mais il faut situer la situation de la Mauritanie aujourd'hui sur tous les plans dans un contexte de longue durée. Je crois que les problèmes entre les communautés, par exemple, ce sont des problèmes très bien connus. La question de l'esclavage et ce que le pouvoir appelle les séquelles de l'esclavage en Mauritanie. Ça aussi, c'est un sujet qui est ancien, qui est d'ailleurs porté d'une certaine manière par l'un des candidats à cette élection. Donc, je crois que de toute façon, le président Aziz n'a pas changé radicalement la trajectoire de la société et la trajectoire de la gouvernance en Mauritanie. Il est très clair qu'il y a un domaine, disons, dans lequel il était totalement à l'aise, c'est le domaine de la sécurité, et on voit bien que celui qu'il a choisi d'une certaine manière pour être son dauphin, El Ghazouani, ancien chef d'état-major et ministre de la Défense. Donc on voit bien quand même que la préoccupation centrale de ce régime, elle est quand même sécuritaire, et sur ce plan-là, dans le contexte que nous connaissons, c'est vrai que ce n'est pas négligeable d'être un pays en sécurité. Oui. Donc c'est quand même un élément qui, je crois, clairement va aller en faveur du pouvoir actuel et de celui qui représente ce pouvoir à cette élection présidentielle. Sur le plan économique, je crois que c'est plutôt la question de la gouvernance, et c'est une gouvernance qui en Mauritanie, comme je dois dire quasiment partout dans la région, est caractérisée par beaucoup d'affairisme, c'est-à-dire beaucoup de mélange entre les acteurs politiques et d'ailleurs les acteurs militaires en Mauritanie, qui sont les acteurs politiques également, et de l'autre côté des hommes d'affaires. Et c'est vrai que là, on n'a pas vraiment le sentiment que le président sortant ait changé cette gouvernance-là, qui n'est toujours pas vraiment caractérisée par une grande transparence et par une distribution, je dirais, équitable des ressources dont le pays dispose. D'ailleurs, c'est ce qu'on reproche à Abdelaziz, et ce qu'on semble aussi reprocher au candidat El Ghazouani, qui, selon certains observateurs en Mauritanie, estime que en fait, rien ne va changer. On va changer sans doute de président, mais rien ne changera fondamentalement. Est-ce que, Amadou Seck, c'est un ressenti que vous percevez à Nouakchott? Oui, on le dit ici, hein. On le dit vraiment, on dit que Aziz c'est Ghazouani, Ghazouani c'est Aziz. Sauf que ce matin, j'ai suivi par exemple le porte-parole de Ghazouani sur RFI, qui a quand même eu l'intelligence de dire qu'attention, Ghazouani, c'est quand même un citoyen mauritanien qui sollicite les suffrages de ses compatriotes, et Mohamed Ould Abdelaziz, c'est un président de la République en exercice qui s'apprête à passer le témoin au candidat qui sera élu à l'issue du scrutin du 22 juin. Bon, maintenant, il reste que c'est vrai, les deux hommes sont des compagnons depuis une quarantaine d'années. Ils ont fait des classes ensemble au niveau de l'armée, ils ont eu à organiser 2 putsch ensemble. Donc tout cela fait que, effectivement, quand on évoque Aziz ou quand on parle de Ghazouani, il y a forcément l'image d'Aziz qui apparaît. Mm-hmm. Mais qu'est-ce qu'il propose, lui? Est-ce qu'il propose de continuer, ou est-ce qu'il propose de changer, de sortir un peu de tout ça pour proposer un nouvel avenir et une nouvelle vision aux Mauritaniens? Je pense que ce qu'il propose aujourd'hui peut se résumer en une phrase. C'est un peu la continuité. C'est le changement dans la continuité, en fait. C'est-à-dire qu'on va changer certaines choses tout en laissant la stabilité du pays. Enfin, en termes clairs, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va continuer à assurer la sécurité du pays, et pour le reste, on va gérer comme si c'est des affaires courantes. Je vais prendre comme référence, par exemple, le premier discours qu'il a prononcé lors de son investiture. Il a dit qu'il tendait la main à tout le monde, que jusque-là, ce qui a été fait, il y a effectivement du positif et du moins bon, qu'il va essayer de continuer
à mettre l'accent sur ce qu'il y a de bon et essayer de changer notamment les points qui auraient été éventuellement négatifs, quoi. Même s'il n'a pas dit en ces termes-là. Oui, bon, il faut qu'il ménage un tout petit peu aussi son prédécesseur. Mais il y a un truc aussi, c'est qu'il n'est pas très... il donne pas l'air de quelqu'un qui est sympathique, quelqu'un qui est ouvert, quelqu'un qui est très chaleureux, etc. Est-ce que ça correspond à sa personnalité, ça? Je ne répondrai pas par oui ou non, mais je vais juste vous donner une petite image. Je vous parlais tout à l'heure de son porte-parole sur RFI. Oui. Alors, ce candidat-là, il est donné comme favori au scrutin du 22 juin, donc il pourrait être élu président de la République peut-être dans 5 jours ou dans une vingtaine de jours en cas de deuxième tour. Oui. Mais jusque-là, on ne l'a entendu nulle part dans une interview. Donc ça, quelque part, ça répond à la question que vous venez de poser. Alors, il y a un autre détail aussi sur Al-Ghazouani qui est important. On vient de parler de la question communautaire en Mauritanie, les tribus. Il appartient à la tribu des Boussat. Et dans cette tribu, tout le monde ne le soutient pas forcément. Et quand je dis tout le monde ne le soutient pas forcément, on sait que le parti islamiste Tawassoul, qui est l'une des forces politiques les plus importantes en Mauritanie, est divisé aussi sur le soutien à apporter à Al-Ghazouani. Il y a une partie qui soutient Al-Ghazouani, mais une autre partie ne le soutient pas. Elle fait plutôt allégeance à Ould Boubacar. Oui, justement, le parti islamiste en tant que tel a décidé de soutenir Ghazouani. Mais comme vous-même, vous venez de le souligner, la base du parti islamiste est constituée en grande partie par des cadres de la tribu Idé Boussat. Donc parmi ces cadres, il y en a effectivement qui ont décidé de soutenir Ghazouani. Est-ce que ça peut l'affaiblir, ça? Affaiblir Boubacar ou bien Ghazouani? Ghazouani surtout. Ah non, un soutien ne vous affaiblit pas quand même. Non, je veux dire le fait que la communauté soit divisée. La base soutient l'autre, alors que l'élite a plutôt tendance à... Et ils ont même mobilisé quelques millions d'euros pour le soutenir, 17 millions d'euros précisément. Oui, non, absolument. Ils ont mobilisé beaucoup d'argent pour le soutenir. Bon, mais maintenant, les soutiens de Ghazouani, il n'y en a qu'au sein de sa tribu, non. Aujourd'hui, c'est pratiquement tout l'appareil d'État qui est mobilisé en faveur de ce candidat. Voilà. Donc, on va bien au-delà du cercle tribal. Voilà. Très bien. Giliabi, on revient donc ici sur le plateau à Dakar. El Ghazouani, c'est un homme du système, un ami de 40 ans du président, chef d'état-major pendant 10 ans, ministre de la Défense depuis 1 an. On continue sur les mêmes bases. Alors oui, je crois que l'ami de Nouakchott l'a dit très, très, très clairement. C'est le changement dans la continuité. C'est une formule qu'on entend assez souvent. Mais je voudrais peut-être dire trois choses sur le candidat Ghazouani. La première, c'est ce sur quoi a terminé notre ami journaliste à Nouakchott, c'est le soutien de l'appareil d'État. Je crois qu'il ne faut pas se tromper. On est dans le contexte d'une élection dans un pays qui est dans un entre-deux, c'est-à-dire c'est pas vraiment une démocratie, ça a des éléments d'une démocratie qui fonctionne avec de l'ouverture politique, avec d'ailleurs 6 candidats, une vraie campagne électorale, mais de l'autre côté, c'est la Mauritanie, à part que vraiment un épisode très bref, c'est quand même un pays qui est très largement dans un régime militarisé. Il y a toujours eu des militaires avec des positions très fortes sur le plan politique, et le président sortant aussi était un ancien officiers de l'armée. Et donc, on a vraiment une suite de chefs d'État qui sont issus de l'appareil militaire. Et ça veut dire qu'il faut aussi prendre en compte, au moment de parler de cette élection, le fait qu'on n'est pas dans une élection totalement ouverte. On a à nouveau un appareil d'État et un appareil sécuritaire, un appareil d'administration de l'État dont on peut penser qu'il est quand même loin d'être marqué par la neutralité. L'autre chose qu'il faut dire aussi, c'est que, attention, beaucoup d'expériences dans le monde montrent que deux personnalités politiques ne sont jamais exactement les mêmes. C'est-à-dire que parfois, on a un président qui choisit un dauphin en étant complètement certain que ce dauphin va faire exactement ce qu'il voudrait qu'il fasse, et après, il est surpris par ce qui se passe et qui peut se passer rapidement. Et donc, je crois que c'est très clair que Ghazouani représente la continuité du système et qu'il
qu'il devrait sans doute protéger aussi la sortie de Ould Aziz. Mais attention, c'est toujours, on ne sait jamais ce qui peut se passer. On ne connaît pas vraiment sa personnalité. Elle ne se révèle pas. C'est pas quelqu'un qui effectivement discute beaucoup, apparaît beaucoup. Et je pourrais dire d'ailleurs que les chefs d'état-major des armées généralement ne sont pas nécessairement réputés par leur ouverture ou en tout cas par voilà une aptitude à sourire tout le temps. Donc c'est vrai que là on est dans le cadre d'un candidat qui clairement est très sérieux et compte beaucoup plus sur son image de sérieux, de connaissance des rouages de l'État et de l'armée pour assurer la stabilité du pays. Est-ce que dans votre deuxième point tout à l'heure, vous parliez de neutralité, c'est-à-dire qu'on a un candidat du système et le système est verrouillé. Est-ce à dire que l'issue du scrutin elle-même est déjà faite ? Alors, je n'irai pas jusque-là parce que je crois qu'il ne faut jamais démobiliser les citoyens. Les citoyens en Mauritanie comme ailleurs dans la région et sur le continent croient beaucoup à la démocratie, continuent à croire à la possibilité de choisir leurs dirigeants au terme d'élections. Mais je crois que les citoyens mauritaniens aussi sont conscients, disons, du caractère non neutre de l'appareil administratif et ils sont aussi conscients de toutes les critiques qu'il y a par exemple sur la commission électorale censée être indépendante mais qui en Mauritanie comme ailleurs là encore est soupçonnée fortement de ne pas l'être vraiment. Mais lorsqu'on a malgré tout 5 candidats qui se sont présentés face aux candidats du pouvoir, cela veut dire qu'ils y croient un peu. Et des candidats forts. Hein. Et oui, il y a quand même... Il y en a 2 qui sont quand même... Absolument. Oui. Lorsqu'on regarde les profils des candidats, et on le montre aussi sur le site de Wati, et les biographies des candidats, oui, on a quand même un ancien Premier ministre, on a Abed qui est très connu, y compris sur le plan international. Donc on a finalement que des gens d'ailleurs qui connaissent pour la plupart l'appareil d'État, des gens qui connaissent les finances, etc. Donc il y a une campagne électorale et je crois qu'il ne faut jamais démobiliser en disant il n'y a aucun enjeu. Je pense qu'il y a malgré tout un enjeu et au-delà de qui va gagner l'élection, le véritable enjeu, c'est la Mauritanie. C'est quel est l'état du pays, qu'est-ce qui peut permettre d'améliorer la situation dans le contexte ouest-africain de manière générale. Alors, Amadou Seck, à Nouakchott, l'élection présidentielle de 2014 avait été boycottée. D'ailleurs, parmi les 6 candidats présents cette année, il y a un seul qui y avait participé, c'est Biram Dahabed, qui avait, je crois, 8% et quelques dans cette élection-là. Alors, cette année, on a une participation et une présence quand même un peu plus importante, avec des candidats, je viens de le dire, qui ont un peu plus d'envergure. Est-ce que pour autant l'issue du scrutin semble jouer d'avance ou est-ce que ces forces-là peuvent remettre en cause le schéma établi par Aziz, ou en tout cas la majorité présidentielle? Je ne vais pas démobiliser les électeurs comme l'a dit M. Yabi, mais je vais juste faire un petit rappel, un rappel du parcours historique de ce pays depuis 1992. On va vers le 6e scrutin présidentiel. En 1992, ça marque un peu le début du processus démocratique sous la forme d'une camisole de force qui nous a été imposée à la suite des injonctions de la boule. Bon, retenez simplement que au cours de ces 6 scrutins, non, des 5 scrutins précédents, il y a eu un seul deuxième tour qui a opposé Sidi Mohamed Ould Cheikh Abdallahi à Ahmed Dada. C'était en 2007. Tous les autres scrutins ont été remportés au premier tour par un officier reconverti dans la politique. Il y a eu, en 92, il y a eu Maria Ould Ahmed Kaya, en 97 le même, en 2003 c'était lui. Maintenant en 2009 c'est Mohamed Ould Abdelaziz et en 2014 Mohamed Ould Abdelaziz. Donc ça donne une idée effectivement du contexte et de l'avantage dont dispose M. Ghazouani. Bon, maintenant, ceci dit, en face, il y a quand même des personnalités d'envergure et dont certains aujourd'hui sont convaincus qu'il est possible de mettre fin au règne des militaires. Voilà. Très bien. Alors, on va parler maintenant de la composition électorale du pays. On se rend compte, quand on regarde la carte électorale, que 34% de l'électorat est dans le sud, dans ce qu'on peut appeler le Brakna, Trarza, Gorgol et Guidimaha, et 24% de l'électorat se trouve à Nouakchott.
Or, dans cette vallée du fleuve Sénégal où on retrouve 34% de l'électorat, est-ce qu'on sait aujourd'hui quel est le poids électoral du pouvoir dans cette vallée du fleuve Sénégal? Ben, je réponds. Oui. Amadou Seck. Ben voilà, je vous dis une chose, c'est que généralement dans ce genre de circonstances, vous avez les cadres issus de la région qui se mobilisent en faveur du candidat qui a été présenté par le pouvoir. Donc il y a forcément une bonne partie de l'électorat là, c'est peut-être même la majorité, qui pourrait effectivement voter en faveur de celui qui a été présenté comme le candidat du pouvoir. Ceci dit, on note quand même aujourd'hui une forte mobilisation des jeunes aux côtés de Biram Daoulabé. Ça, c'est dans le cas de la vallée. Et à Nouakchott, bien sûr. Nouakchott et même dans les villes ouvrières du Nord, là, Nouakchott, Nouadhibou et Zouérat. En fait, il y a également le fait que le candidat Kanamidou Baba, pour peut-être des raisons identitaires, est effectivement aussi assez présent dans la vallée. Le candidat du Vivre Ensemble. Voilà, du Vivre Ensemble. Alors, en fait, je vous posais la question pour deux raisons qui m'ont un tout petit peu, on va dire, préoccupé. La première, c'est que dans l'histoire politique, les candidats du pouvoir ont toujours diabolisé un peu les forces politiques anti-système qui sont d'obédience négro-africaine, anti-esclavagiste, etc. Alors que ce sont des discours qui aujourd'hui ne font plus recette. Et à la limite même, elles renforcent, disons, le sentiment de discrimination et la nécessité pour ces communautés-là de resserrer les rangs. Mais dans le même temps, on a vu que chez les Haratines, par exemple, sur lesquels Biram Da Abeid compte pour être élu, il y a une division parce qu'il y a un de leurs responsables qui s'appelle Mohamed Val, qui est l'un des créateurs du Manifeste pour les droits des Haratines, qui lui va soutenir El Ghazouani sur la base du simple fait que le candidat Ghazouani propose de faire une discrimination positive en faveur des communautés défavorisées s'il est élu président de la République. Voilà pourquoi je vous demandais, est-ce que dans le sud du pays, dans la vallée du fleuve Sénégal, on a resserré les rangs pour se battre en commun, pour compter dans le système politique? Oui, mais justement, vous avez en partie la réponse à la question. C'est que les cadres issus de la vallée sont en train de mobiliser en faveur de Ghazouani. Cela signifie quoi? Exactement, l'électorat de Kanami de Baba ne sera pas aussi important qu'on peut l'imaginer aujourd'hui. Pour cette raison-là, il y en a d'autres également, mais vous avez aussi des jeunes là de la vallée qui sont très mobilisés aux côtés de la candidature de Biram. Tout cela devrait normalement grignoter un peu sur ce que vous pensez être l'électorat naturel de M. Kane. Tout à fait. Mais il faut quand même dire qu'il y a des gens qui tiennent au fait identitaire et qui voudraient bien montrer que effectivement, quand c'est leur candidat, ils vont voter en sa faveur. Bon, maintenant, avec combien il va se retrouver, ça c'est la grande interrogation. Gilles Yabi, maintenant, il faut aussi... Oui, allez-y. Qu'il faut aussi remettre... il y a un éclairage qu'il faut apporter. Vous savez, aujourd'hui, les candidats, les 5 principaux candidats que nous avons, on peut les diviser schématiquement en à peu près 3 pôles. Oui. Vous avez le pôle qui est favorable au maintien du pouvoir de l'institution militaire, c'est Ghazouani. Vous avez ce qu'on peut peut-être qualifier de pôle nationaliste arabe. Ça, c'est l'ancien Premier ministre Sidi Mohamed Boubacar. Et vous avez de l'autre côté le pôle contestataire Haratine et négro-africain. Ça, c'est Biram et Kanami Baba. C'est à peu près ça, schématiquement. Oui. Et donc, je voulais poser un peu la même question à Gilles Yabi, c'est-à-dire quelle sera la place de la question identitaire dans cette élection, parce qu'on voit que chacun compte d'abord sur sa communauté avant de pouvoir aller chercher d'autres suffrages.
Oui, d'abord le poids, disons, des identités dans le contexte de l'élection en Mauritanie, il est important. Bon, là encore, il faut voir qu'il est dans beaucoup de contextes électoraux sur le continent. Le fait que les candidats, les acteurs politiques se reposent d'abord sur le fief, c'est pas quelque chose de nouveau. Après, on est dans un contexte particulier en Mauritanie avec l'histoire particulière du pays, avec cette diversité. Il y a non seulement les négro-mauritaniens, mais qu'il ne faut pas confondre avec la question aussi des Haratines. Donc, c'est assez compliqué. Et dans chaque communauté, si on la définit pas seulement par une identité, ce qui est toujours assez approximatif, on a, disons, des candidats qui essaient de représenter un peu ces communautés, mais qui savent aussi que cela ne suffit jamais. Lorsqu'on est dans un contexte de diversité ethno-culturelle, les acteurs politiques savent très bien qu'il ne suffit pas de mobiliser même entièrement leur communauté. Et d'ailleurs, quand ils le font, ils voient aussi que la perception par les autres est celle d'un danger. Donc, il y a toujours le besoin à la fois de chercher le maximum de soutien dans sa communauté, disons, de base, si je peux le dire ainsi, et de l'autre côté, une nécessité d'aller chercher ailleurs, notamment dans ces villes. Aujourd'hui, Nouakchott, évidemment, c'est un bassin important avec beaucoup de jeunes qui ne vont pas nécessairement voter en fonction, disons, de l'identité. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que d'une certaine manière, le fait qu'on ait, je ne sais pas, des Haratines par exemple, qui ne soient pas unis derrière un candidat, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Au contraire, d'une certaine manière, c'est bien que la diversité politique ne se superpose pas totalement avec la diversité ethnique dans le pays. L'autre élément, je pense que c'était intéressant que Amadou Seck le souligne, c'est le poids des cadres. Alors les cadres, c'est pas simplement les cadres de l'administration, mais c'est aussi toutes ces personnes qui sont des leaders d'opinion. Et dans le contexte d'État fort et de système verrouillé, lorsque je parlais des moyens de l'État, c'est aussi les moyens de contrôle et d'influence de la société. Et donc le candidat au pouvoir, du pouvoir, il n'est pas très charismatique, je crois qu'on peut le dire, mais derrière, effectivement, il incarne un État qui, pour le coup, jusque-là, est quand même celui qui a la main sur la distribution des ressources, par exemple. Et donc, on sait très bien que dans une élection aussi, les ressources, ça compte. Le réseau, disons, de clientèle, ça compte. Et c'est clair que c'est un élément qui permet à ce type de pouvoir d'avoir du soutien, même auprès de communautés qui pourraient se sentir marginalisées par l'exercice de ce pouvoir-là. Alors, on va dire deux mots sur le candidat Sidi Mohamed Ould Boubacar, qui était Premier ministre d'avril 92 à janvier 1996. Il a été Premier ministre également d'août 2005 à avril 2007. Aujourd'hui, il est soutenu par le parti islamiste Tawassoul, en tout cas une partie de ce parti politique. Et il est soutenu par un homme d'affaires du nom de Bouamatou, que vous connaissez sans doute, Amadou Seck, qui a été un grand soutien de Mohamed Ould Abdelaziz depuis 2008 et qui aujourd'hui lui a tourné le dos pour se tourner vers Sidi Mohamed Ould Boubacar, ancien Premier ministre et candidat à cette présidentielle. Est-ce que tout cela donne vraiment des chances réelles? Parce qu'en fait, c'est ça la question. On veut savoir s'il y a vraiment des challengers capables de faire basculer les choses dans un sens comme dans l'autre, ou même comment on appelle ça, d'amener El Ghazouani à un second tour. Est-ce que c'est envisageable avec ce type de soutien? Voilà, je vais d'abord faire pas un rectificatif, mais un petit rajout par rapport au pôle que j'évoquais tout à l'heure. Oui. Parce que j'ai quand même oublié un pôle important, c'est le pôle de l'opposition historique qui est incarné par le candidat Mohamed Ould Maouloud, qui bénéficie du soutien du Rassemblement des forces démocratiques d'Ahmed Daffy. C'est ça. Ça, c'est le rajout qu'il peut apporter. Mm-hmm. Bon, maintenant, pour ce qui concerne la personnalité de Ould Boubacar ou la candidature de Ould Boubacar, on doit aussi ajouter un autre élément. Il a certes le soutien officiel du parti islamiste, oui. Mais il y a également un autre constat qu'il faudrait dresser, c'est qu'aujourd'hui, le nationalisme arabe, en tout cas les figures marquantes du nationalisme arabe, sont aussi aujourd'hui regroupées autour de la candidature de Boubacar. Mm-hmm. Ça, c'est une précision qu'il fallait ajouter à ce que vous venez de dire. Oui. Bon, ceci dit,
effectivement, Sidi Mohamed Boubacar est quand même quelqu'un qui a un background, il a un parcours. Il a été ministre des Finances, il a été 2 fois Premier ministre. Ensuite, il a été ambassadeur en Espagne, en France et en Égypte. Donc, c'est quelqu'un qui a le profil, en tout cas, qu'il faut pour diriger un État. Bon, vous me demandez s'il a des chances. Je crois qu'il a des chances, effectivement. Même s'il n'est pas le favori, il a des chances. Il a des chances dans la mesure où je vois quand même que ses partisans sont très mobilisés et que maintenant la grande question qui va se poser est celle-là. Est-ce que le jour du scrutin, ceux qui le soutiennent seront suffisamment présents pour minimiser au maximum l'impact de ce qui pourrait être les irrégularités. Si cela est le cas, il n'est peut-être pas impossible qu'on en arrive à un 2e tour qui est toujours fatal pour le candidat du pouvoir. Oui. Bien que dans le cas de la Mauritanie, ça apparaît un peu comme une petite arlésienne, quoi, comme une chimère. L'autre inquiétude qu'on a par rapport au scrutin de samedi, c'est que au niveau de l'observation du scrutin, eh bien, l'Union européenne n'a que 2 experts sur le terrain, l'Union africaine hésite encore, donc il n'y a que la société civile mauritanienne qui compte déployer 500 observateurs sur à peu près 4000 bureaux de vote dans tout le pays. Oui, là il y a un problème, mais ce problème, il faut d'abord le commencer par au niveau de la commission indépendante, au niveau de la commission électorale nationale indépendante. Cette institution est une structure politique composée des représentants des partis politiques. Ce n'est pas une instance administrative. Bon, maintenant, dans le cas de la Mauritanie, la CENI est composée des représentants de la majorité et d'une opposition dite modérée qui a eu à participer à un dialogue organisé en septembre-octobre 2016. Bon, mais ce sont ces gens-là qui composent la commission électorale. Oui, il y a 11. Oui, les 11 membres du voilà. comité directeur. Oui. Maintenant, avec l'évolution, dans le temps, ce qu'on remarque, c'est quoi? C'est que ces partis qui étaient de l'opposition modérée, aujourd'hui, soutiennent la candidature de Ghazouani. Ce qui fait qu'on se retrouve dans une situation telle que ceux qui composent, les partis de ceux qui composent le comité directeur de la CENI soutiennent tous Ghazouani. Ouais. Bon, maintenant, je ne dis pas que ces personnalités ne feront pas leur travail, mais la question est quand même... le débat peut être posé. Mais le pouvoir a proposé à l'opposition de donner 5 noms. Non, mais enfin, l'opposition a donné... Je crois que l'opposition a donné des noms, mais le pouvoir a mis un veto. Parce qu'il y avait justement là un représentant du parti islamique qui devait venir, mais ils n'ont pas voulu, ils ont dit non. Et les gens ont dit, si vous ne voulez pas de celui qu'on a désigné, on ne désigne pas quelqu'un d'autre, parce que ce n'est pas à vous de choisir qui nous représente. Finalement, on est resté là et voilà. Alors, il y a eu une autre polémique aussi sur la commission électorale, c'est que le marché de l'impression des bulletins de vote a été confié à un proche du pouvoir, le président du patronat mauritanien. Oui, absolument. Et l'opposition a décrié, parce qu'il y avait un appel d'offres, il y avait 6 offres qui avaient été déposées, les 5 sont des sociétés étrangères, et la commission d'attribution des marchés a estimé que le candidat mauritanien qui avait déposé son offre était le moins disant. C'était là. Ils ont considéré que c'était la meilleure offre. Exactement. Mais pour les détracteurs du pouvoir, c'est presque un délit d'initié. Donc là aussi, effectivement, il y a un problème. Et les bulletins de vote, c'est quand même important quand on va vers un scrutin. Alors, Ziliabi, sur l'organisation du scrutin, la composition de la CENI, où les membres représentaient des partis politiques, mais qui se sont tous ralliés au chef de l'État, enfin à la mouvance présidentielle. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec une CENI entièrement dominée par le pouvoir en place. Dans ces conditions-là, sans observateurs étrangers, avec des bulletins de vote confectionnés par un proche du pouvoir, on est quand même dans un système qui ne rassure pas.
Oui, on est dans un système qui ne rassure pas. Je crois que j'avais souligné dès le départ le fait qu'on était dans le contexte d'une élection qui était ouverte, mais qu'on avait aussi quand même un verrouillage très important de ce système et une commission indépendante sur laquelle pesait énormément de soupçons de partialité. Mais je crois que cela me ramène surtout à parler de ce qui nous intéresse beaucoup lorsque nous faisons ces initiatives autour des élections. Ce qui nous intéresse, c'est la construction de systèmes démocratiques réels et qui soient au service des populations. Et on le fait même pour des élections qui peuvent être douteuses où les enjeux peuvent ne pas paraître très importants parce qu'on pense que c'est justement l'occasion de pointer la nécessité de faire des réformes beaucoup plus ambitieuses. Il y a eu un référendum en Mauritanie l'année dernière. On a changé un certain nombre de choses, mais par exemple, la question de quel modèle de commission électorale permet d'avoir un maximum de chances de neutralité, je crois que cette question-là, elle est quand même fondamentale si on veut vraiment construire de véritables démocraties électorales. Elle se pose en Mauritanie, elle se pose dans d'autres pays. Le modèle où on rassemble des acteurs qui sont censés représenter des partis différents en espérant la neutralité, ça ne fonctionne simplement pas. Dans beaucoup de pays, on voit bien qu'on peut rechercher un équilibre simplement, disons, arithmétique entre l'opposition et le pouvoir. Il suffit qu'il y ait des basculements entre-temps pour que cet équilibre soit tout de suite remis en cause. Et je crois que ce qu'il faut rechercher dans une commission électorale, c'est pas d'avoir une représentation équitable entre l'opposition et le pouvoir. Ce qu'il faut rechercher, c'est d'avoir un appareil composé de technocrates, de gens qui savent organiser une élection et qui sont capables de le faire en toute neutralité du point de vue politique. Et je crois qu'il y a des modèles dans la région, il y a des modèles sur le continent qui sont différents et c'est vers ces modèles-là qu'il faut aller. Donc, on sera continuellement dans des débats à chaque élection sur la composition de la commission indépendante et je crois qu'on perd beaucoup d'argent, on perd beaucoup d'énergie. Tout ça, c'est l'argent des citoyens, d'une certaine manière, pour faire des élections qui parfois ne servent donc à rien si le processus n'est pas crédible. Donc, je crois que pour nous, il est important de poser ces questions de fond sur le type de modèle politique que nous avons. Et la deuxième dimension, c'est le débat public sur les vraies questions. L'économie mauritanienne, la société mauritanienne, l'éducation. On n'a pas parlé du tout d'éducation, par exemple. Pour nous, c'est fondamental que, au moins, les élections, même lorsqu'il n'y a pas d'enjeux électoraux spécifiques, que ce soit l'occasion au moins de débattre de l'état du système éducatif dans le pays. Justement, la dernière question que je voudrais poser à Amadou Seck à Nouakchott, c'est qu'en est-il du débat public à Nouakchott? Est-ce qu'on discute beaucoup sur les radios, les télévisions? Est-ce qu'il y a des débats sur les programmes, les projets politiques, les visions des uns et des autres et de ce qu'il faut faire du pays pour que les citoyens puissent y participer et donner leur avis? J'entends les candidats exposer leur programme, mais véritablement de débats politiques, je n'en ai pas beaucoup entendu. C'est plutôt des gens qui viennent voir les populations, qui exposent leur programme. J'ai cependant entendu l'ancien Premier ministre Mohamed Ould Boubacar dire qu'il était prêt à débattre avec tous les autres candidats. Oui. Mais là, jusque-là, on ne voit pas. On ne voit pas quelque chose qui ressemble à ça. Et même les représentants de candidats ne se retrouvent pas dans les médias pour débattre, non? Bon, même là, j'ai vu peut-être aussi à une ou deux occasions, même là, j'estime que ce n'est pas assez. Alors qu'effectivement, on a vraiment des choses à débattre. Oui. Il vient de parler du système éducatif. On a une école à plusieurs vitesses qui est en pleine déconfiture depuis une quarantaine d'années. Le système de santé également en crise profonde. Donc il y a beaucoup de choses, il y a de nombreux enjeux, il y a des enjeux économiques. Mais je trouve que le débat est assez pauvre. Peut-être que les Mauritaniens se passionnent plus pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ah oui, ça c'est vrai, ils se passionnent quand même parce que c'est arrivé, mais quand on est dans le contexte d'une dette étouffante que certains peuvent estimer à 100% du PIB et que bon, on est dans un contexte sous-régional avec la menace terroriste et tout ça. Oui. Je ne dirais pas que la CAN devient secondaire parce que je suis un mordu de football, mais je dis qu'il y a aussi d'autres problèmes à débattre. Il y a matière à débattre. Oui, mais pour l'opinion, ça peut être une bouffée d'oxygène, en tout cas des moments de décompresser un tout petit peu. Ah oui, c'est des moments de communion. Et puis je vous donne une petite nouvelle.
c'est que le président a décidé d'être à Suez lundi prochain pour assister au premier match de Mouraditou qui va les opposer aux Aigles du Mali. Bon, j'espère qu'il va ramener une victoire et que ça aura un effet positif sur le moral des Mauritaniens. Ben voilà, on souhaite qu'il leur porte chance. De toute façon, c'est sous son règne que l'équipe s'est qualifiée pour la première fois à une phase finale de CAN. Oui, ça c'est vrai. C'est déjà bien. Bon, maintenant, si d'entrée, ils arrivent à gagner leur match contre le Mali, ça ce serait simplement extraordinaire. Parce qu'avec le système de la CAN cette année, si vous gagnez un match, vous vous rapprochez vraiment de la qualification. Tout à fait. Je vois aussi que vous êtes un féru de football. Ah oui, j'aime bien, je suis un mordu de football. Bon, de toute façon, on aura l'occasion de reparler de la Mauritanie très bientôt, en tout cas d'ici les résultats. On fera un autre débat pour parler maintenant des enjeux sous-régionaux, les relations avec le Sénégal, le Mali, le G5 Sahel. Parce que là, il y a beaucoup d'aspects qu'on n'a pas pu aborder. Oui, parce que le temps, là, c'était un focus sur les enjeux du scrutin lui-même. Absolument. Mais on va y revenir. L'enjeu sécuritaire avec la présence de la France et de l'Europe dans le Sahel. Voilà. Les pays des Émirats du Golfe qui pointent le bout du nez, parce que aussi se livrent à une bataille féroce, comme cela se passe un peu partout dans le monde arabe. Tout à fait. Avec la guerre au Yémen, avec la guerre en Libye. Et l'Arabie Saoudite qui va ouvrir une base en Mauritanie. Bon, je ne sais pas si l'Arabie Saoudite va ouvrir une base. Mais ça a été annoncé en tout cas. Mais par exemple, on parlait tout à l'heure de Ghazouani, beaucoup de gens considèrent qu'il est le candidat des Émirats arabes unis. Bon. On va dire qu'il est d'abord le candidat des Mauritaniens. Après, il peut être le candidat. Je dis, déjà, je vois ce que vous voulez dire. Il est le candidat des Mauritaniens, mais certains estiment qu'il bénéficie du soutien des Émirats arabes unis. Ben écoutez, on va en reparler de tout ça très vite d'ailleurs. Je vais programmer une émission spéciale sur ça pour qu'on puisse parler un peu des enjeux sous-régionaux qui sont extrêmement importants avec la situation un peu chaotique au Mali et la situation un peu tendue au Burkina et au Niger. Donc ça mériterait quand même une analyse un peu plus globale. Merci beaucoup Amadou Seck depuis Nouakchott. Je rappelle que vous êtes journaliste et analyste politique. Merci d'avoir été avec nous pour nous apporter vos éclairages sur cette élection présidentielle mauritanienne prévue samedi prochain. Merci beaucoup à Gilles Yabi, fondateur du think tank Wati, analyste politique et économiste aussi. Je vous recommande vivement le dossier qui est disponible sur le site wati.org et qui vous permet de comprendre un tout petit peu le profil des candidats, les programmes proposés et les enjeux du scrutin. Merci Gilles Yabi. Merci à vous. Merci à vous aussi de nous avoir suivis et à très vite pour un autre numéro de la valise diplomatique. La radio est une imagination. La vôtre. Bienvenue sur iRadio 90.2.